Le 25 août 1944, dans les salons de la préfecture de police de Paris, deux généraux se font face. L'un porte l'uniforme de la France libre, couvert de poussière et de victoire. L'autre, en feldgros, représente la puissance qui a occupé la capitale française pendant 4 ans. Entre eux, une table et une question qui va décider du sort de millions de vies. Paris va-t-elle brûler ou survivre ? Ce que Leclerc dit ce jour-là à l'homme qui venait de capituler, ce que cet homme répondit et ce que personne ne raconte vraiment, c'est précisément ce dont nous allons parler. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que la vérité sur ce moment historique est bien plus complexe que ce que le cinéma vous a montré. Et cette complexité dit quelque chose d'essentiel sur la nature des hommes, de la guerre et de l'honneur. Bienvenue sur l'Appel de la France. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant, parce que nous racontons l'histoire de France comme elle s'est vraiment passée. Il faut d'abord comprendre ce qu'est Paris en août 1944. 4 ans d'occupation, 4 ans de couvre-feu, de rafles, d'humiliations quotidiennes. 4 ans pendant lesquels la ville lumière a vécu à l'heure allemande, ses habitants traversant les rues sous les regards des sentinelles de la Wehrmacht, ses cafés réquisitionnés, ses juifs déportés par convois entiers vers la mort à l'Est. Le 14 juin 1940, les Allemands sont entrés dans une ville déclarée ouverte par un gouvernement qui avait renoncé à se battre. Ce jour-là, des Parisiens en larmes ont regardé les colonnes de soldats descendre les Champs-Élysées et beaucoup ont pensé que c'était la fin de la France telle qu'ils la connaissaient. Mais l'été 1944 ressemble à une autre époque. Le débarquement en Normandie a eu lieu le 6 juin. Les Alliés avancent. La deuxième division blindée du général Philippe Leclerc, composée de Français libres, de soldats venus d'Afrique du Nord, d'Espagnols républicains qui n'ont rien oublié, est en position pour marcher vers la capitale. Paris bout. Le 19 août, la police parisienne se met en grève. Le même jour, l'insurrection éclate dans les rues. Des barricades se dressent dans les quartiers. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, combattent avec ce qu'elles ont. Souvent des armes récupérées, parfois à main nue contre les blindés allemands. La ville est en flammes intérieures et personne ne sait encore si elle va survivre à ce moment, car l'homme qui commande la garnison allemande de Paris a reçu un ordre d'Adolf Hitler en personne, un ordre transmis par câble le 23 août depuis le bunker du Führer. Ces termes exacts, Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, ou alors ce doit être un champ de ruines. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, les ponts de la Seine, le Palais Royal. Tout doit sauter. Des charges explosives ont déjà été posées sous les ponts, les détonateurs attendent, et un seul homme peut décider d'appuyer ou non sur le bouton. Cet homme s'appelle Dietrich von Choltitz, général de l'infanterie, né en 1894 en Silésie, dans une famille de militaires prussiens. 70 ans de tradition militaire dans le sang, un homme qui a servi l'Allemagne depuis la Première Guerre mondiale, qui a combattu sur le front occidental, qui a participé à des batailles en Crimée, en Italie, en Normandie, et qui, depuis le 7 août 1944, est le gouverneur militaire du Grand Paris. Il a à sa disposition environ 16 000 hommes, mal équipés, disparates, dont certains n'ont jamais combattu dans leur vie. Il a des chars qui datent des captures de l'été 1940, des pièces d'artillerie désuètes. Et il reçoit l'ordre de défendre Paris jusqu'au dernier homme ou de la raser. Voilà la question qui plane sur tout ce qui va suivre. Von Choltitz a-t-il désobéi par humanisme, par amour de Paris, par refus de commettre un crime contre la civilisation ? Ou y a-t-il une autre explication moins glorieuse que les historiens ont mis des décennies à mettre au jour ? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à comprendre notre audience et à continuer ce travail. Revenons aux événements. Le 25 août 1944 au matin, Paris est en ébullition. Les colonnes de la deuxième division blindée entrent dans la ville par plusieurs axes. Dans les rues, des scènes d'un mélange extraordinaire de chaos et d'euphorie. Des civils qui embrassent les soldats, d'autres qui tirent encore des coups de feu depuis les toits, des unités SS qui refusent la capitulation et continuent à combattre malgré les ordres. Le lieutenant Amado Granel et ses hommes de l'Anuève, des Espagnols qui rêvent depuis 1939 de ce moment, sont parmi les premiers à atteindre le centre. Ils passent devant l'hôtel de ville et les Parisiens pleurent en voyant les noms des batailles d'Espagne peints sur leur half-track. Teruel, Guadalajara, Brunette. À l'hôtel Meurice, rue de Rivoli, von Choltitz attend dans son quartier général. À 10h du matin, le colonel Billotte lui envoie un ultimatum via le consulat de Suède. Pas de réponse. À midi, l'assaut est donné. Les lieutenants Karcher et Franjou de la 2e DB pénètrent dans le hall de l'hôtel. Von Choltitz est là, en uniforme complet, décoration au revers. Il est fait prisonnier.
Le commandant de la Horie le prend en charge, la sortie de l'hôtel est difficile. La foule qui s'est massée rue de Rivoli hurle, crache. Certains essaient de frapper le général allemand. Von Koltitz craint d'être lynché. Le half-track fonce vers la préfecture de police. C'est là, dans la salle de billard au premier étage, que Leclerc attend. Philippe de Hautecloque dit Leclerc, 41 ans, général de division, une odyssée militaire extraordinaire derrière lui. Il a refusé l'armistice de juin 1940, a rejoint de Gaulle à Londres, a traversé le désert africain, combattu en Libye, en Tunisie, a débarqué en Normandie avec le serment de ne déposer les armes qu'une fois Paris libéré et Strasbourg repris. Ce serment, il l'a fait à Koufra, en plein désert libyen, en mars 1941, devant ses hommes épuisés et sa poignée de véhicules. Ce jour du 25 août, il s'apprête à tenir la première partie de cette promesse. Von Choltitz entre dans la pièce, il esquisse un mouvement de la main, quelque chose entre un salut et un geste d'incertitude. Leclerc est debout, son interprète le capitaine Betz est à sa gauche, Chaban Delmas, délégué militaire national, Roll Tanguy, qui commande les FFI d'Île-de-France, Charles Luizet, le préfet de police, Kriegel Valrimont du comité d'action militaire, tous sont là. La pièce est silencieuse. Leclerc parle. Ses mots sont précis, sans ornements inutiles. Il s'identifie. Il demande à von Koltitz de s'identifier à son tour. Il lui tend la convention de reddition rédigée en bonne et due forme. Et là, von Koltitz pose une question qui révèle tout. Il s'assure qu'il est bien en présence de troupes régulières, pas de simples résistants. Pour lui, cela compte. Se rendre à une armée régulière, c'est être traité comme prisonnier de guerre selon les conventions de Genève. Se rendre au FFI, c'est autre chose. Von Koltitz calcule encore. Même dans sa défaite, il négocie son avenir. Leclerc confirme. C'est la 2e division blindée française, armée régulière. Von Koltitz signe. Il est 14h35 le 25 août 1944. Paris capitule officiellement. Puis von Koltitz est conduit à la gare Montparnasse, le PC de Leclerc. Dans le bureau numéro 32, donnant sur la voie numéro 3, il signe une vingtaine d'ordres de cessez-le-feu destinés aux points d'appui allemands encore actifs dans la ville. Des missions mixtes partent aussitôt. Un officier allemand et un officier français ensemble, portant l'ordre signé de von Koltitz de déposer les armes. En fin d'après-midi, les dernières résistances s'éteignent, sauf là où les unités SS, fanatiques jusqu'au bout, refusent d'obéir à ce qu'elles appellent un traître. Si vous appréciez ce type de récit, si vous voulez qu'on continue à raconter l'histoire de France dans sa vraie complexité, abonnez-vous à l'Appel de la France et laissez un like sur cette vidéo. C'est gratuit et ça change tout pour nous. Maintenant, la question que tout le monde pose depuis 80 ans, von Choltitz a-t-il sauvé Paris? Et surtout, a-t-il été puni pour ce qu'il avait fait pendant toute la guerre, avant ses 16 jours à Paris? La version romantique, vous la connaissez. Le film Paris brûle-t-il, sorti en 1966 avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, a construit une légende. Le bon général allemand qui désobéit à Hitler par amour de la civilisation, qui risque sa vie et celle de sa famille pour sauver les ponts, les cathédrales, le patrimoine de l'humanité. Cette image a traversé les décennies. Elle est rassurante. Même dans les rangs de l'ennemi, il y avait des hommes bien. Mais les historiens, depuis les années 2000, ont ouvert les archives et trouvé autre chose. D'abord, von Koltitz n'avait tout simplement pas les moyens de détruire Paris. Sa garnison était trop faible, trop dispersée, trop mal équipée. Il demandait des renforts à Berlin en permanence et ne les obtenait pas. Les charges posées sous les ponts étaient insuffisantes pour les faire sauter tous. L'historienne française Françoise Cros de Fabrique, dans un documentaire de 2019, est catégorique. Von Koltitz voulait avant tout sauver sa peau. Les Alliés approchaient. La résistance était partout dans Paris. Tomber entre les mains des FFI, c'était risquer une exécution sommaire. Se rendre à une armée régulière en se posant en homme de raison, c'était une autre affaire. Le consul général de Suède à Paris, Raoul Nordling, avait d'ailleurs négocié avec von Koltitz. Il lui avait fait comprendre que s'il n'appliquait pas l'ordre du Führer, il ne serait pas poursuivi pour crime de guerre. Que la prison l'attendait, certes, mais pas la corde. C'est un calcul froid, pas un geste héroïque. Et pendant ce temps, à Paris même, sous ses ordres directs, des atrocités continuaient. Le 16 août 1944, soit pendant la semaine même où von Koltitz gouvernait Paris, 34 jeunes hommes étaient exécutés à la cascade du Bois de Boulogne. 14 ou 15 résistants étaient fusillés dans les jardins du Luxembourg. Des prisonniers étaient massacrés au fort de Romainville et au château de Vincennes. Et il y a pire. Pendant sa captivité en Angleterre, à Trent Park, au nord de Londres, les services secrets britanniques avaient truffé le château de microphones.
Toutes les conversations des généraux allemands prisonniers étaient enregistrées à leur insu. Le 29 août 1944, soit 4 jours après la reddition de Paris, von Choltitz déclarait à un autre officier que le pire travail qu'il ait accompli dans sa carrière, celui qu'il avait néanmoins réalisé avec une grande cohérence, était la liquidation des Juifs. Ces mots ont été retrouvés dans les archives. L'historien Randall Hansen note qu'il est difficile d'en évaluer exactement la portée, mais que von Choltitz, par son âge, sa classe sociale et sa profession, était précisément le type d'officier que les historiens s'attendraient à trouver impliqué dans ces crimes. Avant Paris, von Choltitz était connu sous un autre surnom. Non pas le sauveur de Paris, mais le boucher de Sébastopol. Il avait joué un rôle central dans la destruction de la plus grande ville de Crimée en 1942. Des quartiers entiers rasés, des populations civiles chassées sous les bombes, sa méthode de guerre n'était pas celle d'un humaniste qui pleure devant les cathédrales, c'était celle d'un professionnel efficace et brutal qui appliquait les ordres quand il en avait les moyens. Alors que s'est-il passé exactement le 25 août dans la salle de la préfecture de police ? Voilà ce qu'on sait avec certitude. Leclerc était au courant de la situation réelle. Il savait que von Choltitz calculait. Il existait même, révélé des années plus tard par le général de Boissieu lors d'une cérémonie en 2004, un message que Leclerc avait fait transmettre à von Choltitz avant la capitulation. Un message personnel. Leclerc l'avertissait que s'il faisait sauter les ponts de Paris, il serait personnellement tenu responsable de crimes de guerre. Ce message avait été porté par le lieutenant Jacques Petit-Leroy et l'adjudant-chef Augustin d'Héricourt, tous deux morts au combat à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne quelques jours plus tard. Ils n'ont pas vécu pour voir ce qu'ils avaient contribué à rendre possible. Le message de Leclerc posait les termes clairement. D'un côté, la qualification de criminel de guerre avec ce que cela impliquait de jugements sévères, voire de peine de mort. De l'autre, le statut de prisonnier de guerre avec ses droits, ses protections, sa possibilité de survivre à la guerre et d'en sortir un jour. Von Choltitz a fait son choix, et dans la salle de la préfecture, face à Leclerc, les deux hommes le savaient. Ce n'était pas une scène de réconciliation entre soldats qui se respectent, c'était la conclusion d'un calcul que chacun connaissait. Leclerc ne serrait pas la main d'un humaniste, il recevait la capitulation d'un homme qui avait compris ce qu'il risquait. La rencontre dura peu, les mots échangés directement entre les deux généraux furent mesurés, formels, sans emphase. Leclerc ne cherchait pas la grandiloquence. Il était là pour accomplir une mission, recevoir la reddition en bonne et due forme et faire cesser les combats le plus vite possible parce que dans les rues de Paris, des Français mouraient encore. Chaque minute comptait. Leclerc n'avait aucun intérêt à perdre du temps en discours. Il voulait les signatures, les ordres de cesser le feu et que les unités allemandes encore actives déposent les armes avant que d'autres vies soient perdues. Ce que Leclerc dit à von Choltitz ce jour-là se résume à une logique militaire et morale sans fioriture. Vous capitulerez, vous signerez les ordres, vous en répondrez. La France ne négocie pas les conditions de sa libération, elle la prend. Et ensuite, qu'est-il arrivé à von Choltitz ? C'est ici que la réponse à la grande question de cette vidéo arrive. A-t-il été puni ? Après la signature, il fut confié aux Américains, interrogé, puis conduit en Normandie, d'où il prit l'avion pour l'Angleterre. Il passa le reste de la guerre enfermé à Trent Park, dans ce château de la banlieue nord de Londres, ignorant que chacune de ses paroles était enregistrée. Il y parla sans se méfier avec d'autres généraux allemands prisonniers. C'est là que furent recueillis ses propos sur la liquidation des Juifs. En 1947, il fut libéré. 2 ans de captivité. Il ne fut jamais jugé pour crime de guerre. Jamais. L'homme qui avait supervisé des exécutions massives à Paris quelques jours avant la libération, l'homme que les microphones britanniques avaient enregistré parlant de ces massacres avec une tranquillité glaçante, rentra chez lui en Allemagne. Il publia ses mémoires dans lesquelles il se présenta comme le sauveur de Paris, comme un officier qui avait résisté à Hitler par humanisme, qui avait protégé la civilisation européenne au péril de sa propre vie. Ces mémoires parurent avant l'ouverture des archives, ils construisirent une légende. Et la légende prit, le cinéma s'en empara, les livres la répandirent. Pendant des décennies, von Choltitz fut présenté comme le bon Allemand par excellence. Un tribunal d'honneur allemand l'acquitta en 1952, mais ses anciens camarades généraux le mirent en quarantaine. Dans leur monde, un officier qui se rend sans combattre jusqu'au bout, qui signe une capitulation sans autorisation de son haut commandement, c'est un traître. Le jugement de ses pairs était donc acquitté par la loi, banni par les siens. Il mourut à Baden-Baden en novembre 1966, à l'âge de 71 ans. Dans son lit, sans jamais avoir répondu devant un tribunal de ses actes en Crimée, en Italie ou à Paris même, pendant ces 16 jours d'août 1944,
Leclerc, lui, ne vécut pas longtemps non plus. Il mourut en novembre 1947 dans un accident d'avion en Algérie à 55 ans avant d'avoir pu voir le procès de ceux contre qui il avait combattu. Il avait tenu son serment de Koufra. Paris avait été libéré, Strasbourg repris en novembre 1944. Il était entré dans la capitale alsacienne à la tête de sa division comme il l'avait juré 3 ans plus tôt dans le désert. Mais il n'avait pas eu le temps d'écrire ses mémoires. Il n'avait pas eu le temps de raconter ce qu'il savait vraiment de von Coltitz, de la capitulation, de ce message envoyé avant la reddition. C'est peut-être pour ça que la légende du bon général allemand a eu tant de place pour s'installer. Voilà ce que l'histoire dit vraiment de ce 25 août 1944. Paris n'a pas brûlé. C'est vrai. Et c'est immense. Les ponts sont là. Notre-Dame est là. Le Louvre est là. Le patrimoine de l'humanité a survécu. Mais pas parce qu'un général allemand était un homme de culture qui aimait l'art. Paris a survécu parce que les conditions n'étaient pas réunies pour la détruire. Parce que les résistants parisiens se sont battus avec courage dans les rues depuis le 19 août. Parce que la 2e division blindée de Leclerc a avancé plus vite que quiconque ne l'espérait. Parce que le consul suédois Nordling a su trouver les arguments qui parlaient à l'instinct de survie d'un général qui voyait la guerre lui échapper. Et parce que Leclerc avait fait savoir clairement ce qu'il en coûterait de brûler la ville. Von Choltitz a signé la reddition. C'est historiquement exact, mais il a d'abord tué et il n'en a jamais répondu. C'est aussi historiquement exact. Et cette vérité-là est moins belle que la légende, mais elle est nécessaire. Parce que l'histoire n'est pas là pour nous consoler, elle est là pour nous dire ce qui s'est vraiment passé, avec tous ces contrastes, toutes ces ambiguïtés, toute la complexité de ce que les hommes sont capables de faire et de ne pas faire dans les moments les plus extrêmes. Leclerc, dans la salle de la préfecture, face à cet homme qui venait de signer, savait tout cela. Il connaissait les limites de ce moment. Une capitulation signée ne répare pas les exécutions du bois de Boulogne, elle ne ressuscite pas les résistants du Luxembourg, elle ne rachète pas des années de crimes, elle met fin au combat. C'est déjà quelque chose d'immense. Mais c'est seulement ça, et c'est peut-être le sens le plus profond de ce que Leclerc dit ce jour-là, non pas en grands mots, non pas en discours, mais dans la façon sèche et militaire dont il reçut la capitulation et passa immédiatement à la suite. Les signatures, les ordres, les cessez-le-feu, pas de poignée de main chaleureuse, pas de discours sur l'honneur militaire partagé. La guerre n'était pas finie. Paris brûlait encore par endroits. Il y avait encore des soldats à sauver, des prisonniers à libérer, Strasbourg à atteindre. Leclerc repartit au travail. Ce soir-là, De Gaulle arriva à Paris. Le 26 août, il raviva la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, le drapeau tricolore flottant à nouveau à son sommet. Il descendit les Champs-Élysées sous les acclamations d'une foule immense. C'était le début d'autre chose. D'une France qui se reconstruisait, qui cherchait à comprendre ce qu'elle avait été pendant 4 ans, ce qu'elle voulait être ensuite. Ces questions, 80 ans plus tard, n'ont pas toutes reçu leur réponse. Si cette histoire vous a intéressé, si vous pensez que comprendre vraiment ce qui s'est passé compte plus que répéter les légendes confortables, alors laissez un commentaire sous cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous d'où vous regardez, et abonnez-vous à l'Appel de la France. Chaque semaine, nous racontons la France telle qu'elle a été, sans embellissements inutiles, sans simplification commode. L'histoire mérite mieux que ça. Et vous aussi.